Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mon premier invité, Marc Corbière, qui vient de nous présenter une étude sur la divulgation de sa santé mentale au travail. Plus tard, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de tel maître, tel chien. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Ève Cardinal nous amène son sujet, l'anxiété chez les femmes. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Caravane et la chanson s'intitule Pyramide. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous renseigne sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité, Marc Corbière. Bonjour, M. Corbière, bienvenue à Folie douce. Bonjour, M. Bugeaud. Oui, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chercheur principal au CIUS de l'Est de Montréal. En fait, on va parler d'une étude dans quelques instants. Vous êtes professeur à l'UQAM aussi et vous faites partie donc de la chaire Santé mentale et travail. Oui. J'aimerais, avant qu'on parle de l'étude comme telle, de nous présenter ce que fait la chaire ou quels sont peut-être ses objectifs. Très bien. Merci tout d'abord pour l'invitation. Alors la chaire de recherche en santé mentale et travail, tout d'abord elle souhaite répondre à une mission, la mission du centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est un peu long, c'est le CRIUSM, l'acronyme. Et en fait ce qu'on souhaite faire à l'intérieur de cette chaire, c'est de répondre à 3 axes. Le premier axe porte sur les interventions novatrices qui sont destinées aux personnes qui présentent un trouble mental, comme une personne qui était au travail, qui fait une dépression, qui se retrouve en absence maladie, qui envisage de retourner à son poste de travail, ou encore une personne qui est très éloignée du marché du travail, comme une personne atteinte de schizophrénie et qui peut présenter de la difficulté à se réintégrer sur le marché du travail. Donc, ce qu'on souhaite dans ce premier axe, c'est de développer des interventions qui peuvent soutenir, qui peuvent accompagner ces publics soit vers le poste de travail d'avant la maladie, soit encore sur le marché du travail régulier. Alors ça, c'est le premier axe. Alors, quand je parle d'interventions novatrices, je fais référence, par exemple, à des programmes de retour au travail ou des interventions basées sur la thérapie cognitive comportementale ou encore des programmes de soutien à l'emploi. Mmh. Le deuxième axe porte en fait sur le développement d'outils de mesure. Alors, ce qu'on appelle par outils de mesure, ce sont des questionnaires qu'on développe et qu'on valide et qu'on utilise de façon systématique, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, dans les milieux cliniques, comme les cliniques de réadaptation dans lesquelles les personnes se retrouvent en vue de retourner au poste de travail, à son poste de travail d'avant la maladie par exemple. Et on a développé quelques questionnaires comme l'ORTES, c'est un acronyme, encore une fois, qui signifie obstacle, retour au travail, sentiment d'efficacité pour les surmonter. Donc c'est un outil que les intervenants peuvent utiliser pour développer des stratégies avec le client ou le patient afin de lui faciliter son retour au travail. On a aussi développé un outil sur les aménagements de travail, par exemple. Ouais. Troisième axe porte notamment sur la divulgation du trouble mental. En fait, ce qu'on souhaite du trouble mental en milieu de travail, ce qu'on souhaite, c'est évaluer les raisons sous-jacentes à la divulgation du trouble mental, quelles sont les prises de décision dans cette divulgation, pourquoi les personnes divulguent leur trouble mental en milieu de travail et quel impact ça a sur eux et aussi sur leur travail. Ah, c'est intéressant. Justement, c'est le titre de l'étude, en fait, divulguer son trouble mental en milieu de travail, évaluation du stigmate social et des retombées au travail. Ça a été longtemps un grand tabou, de dire est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que l'employeur va penser que je suis pas compétent si je le dis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour démarrer un peu l'information sur cette étude que vous avez dirigée? Oui. Alors, en fait, là, on est parti du principe pourquoi s'intéresser à la divulgation, mais tout simplement parce que en fait, lorsque la personne divulgue, en général, c'est pour aller chercher des accommodements, des aménagements de travail dans son milieu. Donc, ça demande en fait de divulguer, de dire quelque chose, en tout cas sur son état de santé. La divulgation, en fait, soulève une série de questions. Pourquoi on divulgue?
qu'est-ce qu'on divulgue, comment on divulgue, quand et à qui on divulgue. Donc, toutes ces questions. Vous voyez, c'est tout un processus, là. Donc, ça se résume pas à dire ou ne pas dire son trouble mental, mais plutôt à se poser toutes ces questions-là. Ouais. Alors, en général, les personnes divulguent leur trouble mental lorsque elles ont besoin d'aménagement, comme je le disais un peu plus tôt. Ça, c'est la raison principale pour laquelle les personnes vont divulguer leur trouble mental. Justement, elles ont des difficultés d'attention ou des difficultés d'être en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est de demander, en fait, des aménagements pour justement aider la personne à réaliser son travail. Oui. Quand la divulgation se fait, est-ce que c'est pas aussi un peu pour s'enlever un poids sur les épaules? On se disait souvent, il y a un peu ça aussi, parce que il y a des aménagements, mais de vivre au quotidien, au travail avec ce problème-là, sans le dire, ça doit devenir souffrant. Là. Alors exactement, il y a des personnes en fait qui divulguent parce que tout simplement elles veulent être transparentes. Elles veulent dire en fait à leurs collègues ou à leurs gestionnaires, à leurs supérieurs qu'elles ont un problème de santé mentale, ça les soulage en quelque sorte d'en parler. Donc ça aussi c'est une raison importante qui est soulignée dans la littérature spécialisée. Mais je dirais qu'en fait la question se pose parce qu'il peut avoir des impacts positifs et négatifs à cette divulgation. Si la personne, l'impact négatif, c'est que si elle divulgue, elle peut devenir l'objet de stigmates social. Ça c'est le gros problème. Par contre, si elle divulgue, ça lui permet d'avoir accès à certains aménagements de travail. En général, c'est pour cette raison qu'elle va divulguer. Alors, la question aussi qui se pose, c'est quoi dire, à quel moment, etc. Donc, l'étude, justement, porte sur... à savoir si la personne divulgue toute l'information sur son état de santé, par exemple son diagnostic, ses limitations fonctionnelles ou cognitives, ses symptômes, etc. Donc ce qu'on appelle en fait une divulgation complète. Ou encore il y a des personnes qui vont faire une divulgation sélective, c'est-à-dire qui vont choisir certaines choses à dire pour justement éviter idéalement un stigmate, une discrimination en milieu de travail. Donc ils vont pas parler de diagnostic par exemple, ils vont parler de limitations fonctionnelles, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ah oui, d'accord. Donc qui sont des éléments qui sont plus faciles à comprendre aussi pour l'employeur. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir des informations sur le diagnostic, mais plutôt sur d'autres éléments qui sont plus tangibles en fait pour le gestionnaire ou le supérieur immédiat. Oui. Dans ce procédé-là de mener une étude, il y a certainement un but ou en tout cas un objectif qu'on veut faire ressortir peut-être au bout de l'étude, parce que ça dure quand même sur plusieurs mois. Oui. Dans votre cas, est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous voulez vous servir des résultats de cette étude? Nous, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est quel impact ça a sur l'individu de divulguer de façon partielle ou de divulguer de façon complète à son supérieur immédiat son état de santé. Et quand on parle d'impact, en fait, ce qu'on veut aller chercher comme information, c'est est-ce que cette divulgation influence l'implémentation d'aménagements de travail? Est-ce que ça a un impact sur le stigmate social? Est-ce que ça a un impact sur la satisfaction et la productivité au travail? Et au final, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la personne va se maintenir en emploi? Parce que ce que j'ai pas mentionné au début, c'est qu'en fait, ça, c'est la pierre d'achoppement, en fait, du retour de la réinsertion au travail des personnes avec un trouble mental, c'est le maintien en emploi. Donc, et on sait que le maintien en emploi est lié quelque part à la mise en place d'aménagements. Donc, vous voyez, c'est comme un ensemble de dominos. Si on divulgue, on a accès à des aménagements. Si on a accès à des aménagements de travail, alors on va avoir un maintien durable, normalement. Oui. Donc, c'est ce qu'on veut vérifier dans cette étude, c'est en fonction du type de divulgation, quel impact ça a ou quelle retombée ça a sur la productivité au travail, sur la satisfaction au travail, aménagement de travail et au final le maintien en emploi. À votre connaissance, est-ce qu'il existe déjà des études de ce genre au Canada? Parce qu'on a une réalité qui n'est peut-être pas la même qu'ailleurs au monde, mais est-ce que ça a déjà été fait ou sinon, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Parce que c'est tellement important.
Cette étude est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Oui. Donc c'est une étude en fait qui est reconnue comme originale. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de ce genre d'étude au Canada et même ailleurs qu'au Canada. Okay. Parce qu'on fait vraiment une étude longitudinale pour suivre l'individu lorsqu'il entre dans le milieu de travail. Est-ce qu'il se maintient? Donc on fait plusieurs mesures répétées, plusieurs temps de mesures. Donc il y a un suivi de l'individu dans le temps. Non, c'est intéressant. Puis on peut participer, évidemment. On va pouvoir mentionner tout à l'heure les coordonnées, mais comment ça fonctionne? Les gens qui veulent participer, on donnera ça à la fin de l'entretien, justement, le site web et pour comment vous joindre. Mais les gens doivent s'attendre à quoi? Alors, pour participer, il y a des critères, ce qu'on appelle des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Mais un des critères d'inclusion, c'est en fait d'avoir un trouble mental et d'être à la recherche d'emploi. Et lorsque la personne trouve un emploi, à ce moment-là, on lui propose une entrevue pour répondre à certains questionnaires et entre autres lui demander en fait si cette personne-là a divulgué ou pas son trouble mental en milieu de travail. Et 6 mois plus tard, on évalue en fait l'impact. Donc, le mieux en fait, c'est d'aller sur notre site web qui est santémentaltravail.ca, à partir duquel en fait il y a un petit onglet où il y a marqué participer à nos études et il y a le projet en fait divulgation du trouble mental. Et on parle de toutes sortes de plusieurs milieux, là, parce qu'on a souvent associé certains milieux d'emploi avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais là, on parle vraiment de tous secteurs confondus. Exactement. Il n'y a pas un secteur privilégié plutôt qu'un autre. Non, c'est ça qui est important, parce que habituellement, les secteurs qui étaient plus, disons, traditionnels ou qui visaient les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, que ce soit de l'entretien ménager ou que ce soit des préparations de repas, eux ont peut-être déjà des aménagements, alors que quand on parle du monde du travail en général, c'est peut-être une autre histoire. Tout à fait. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a créé un outil, je parlais d'outils un peu plus tôt, qui permettent d'évaluer en fait les types d'aménagement et de soutien naturel. Parce que dans certains milieux de travail, il existe déjà des soutiens, ce qu'on appelle soutien naturel, par exemple un supérieur immédiat qui va prendre le temps d'échanger avec l'employé, qui va lui remettre un feedback constructif et tout ça, des choses de base en fait, mais qui ne sont pas nécessairement dans toutes les organisations. Donc c'est d'évaluer en fait ces éléments-là, ces aménagements, ces différents types d'aménagements. Et donc ces aménagements peuvent se retrouver, peuvent être transversaux à tout secteur d'activité, mais dans d'autres milieux, en fait, ça peut être des aménagements plus spécifiques et qui vont répondre aussi aux besoins de l'individu. Oui, c'est intéressant. Il reste quelques instants. On va rappeler l'adresse. Donc, les gens qui veulent en savoir plus sur cette étude et prendre part à l'étude, parce que ça se fait quand même sur plusieurs bons moments. Donc, oui, c'est plusieurs années, en fait. Oui, est-ce que vous visez un nombre d'individus en particulier? Oui. Alors, cette étude est menée à la fois au Québec et en Ontario, dans 2 provinces canadiennes, avec ma collègue Kate Toth, qui est aussi co-principale de ce projet. En fait, on recrute à la fois au Québec et en Ontario. Donc, on tente d'atteindre un échantillon en fait d'individus de 150 au Québec et 150 en Ontario. Intéressant. On peut se rendre donc sur Santé Mentale Travail, tout collé. www.santémentaltravail.ca. Tout simplement. Merci beaucoup et puis bonne continuation. On a bien hâte d'avoir les résultats. On devra en reparler ensemble. Donc, Marc Corbière, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Un grand merci, M. Bugeaud. Merci et bonne continuation. Au revoir, merci. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, ton sujet, tel maître, tel chien. Oui, parce qu'avez-vous remarqué que souvent, quand on voit quelqu'un qui se promène sur la rue avec son chien, on dirait que le chien lui ressemble. Ouais. Oui, c'était une annonce d'une compagnie de cellulaire qui avait pris ça. Une grande femme mince avec un genre de genre un lévrier. chien afghan c'est ça, quelque chose comme un petit gros moustache avec un bulldog. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Oui, c'est sûr, on a toujours une préférence. C'est rare que tu vois un intellectuel avec un pitbull. T'as peut-être raison. Un bichon maltais, c'est plus peut-être avec une petite madame. Oui, c'est rare que tu vas voir un biker de Hells Angel avec un petit bichon maltais. En tout cas, je vais vous lire quelques passages d'articles que j'ai trouvés sur Internet. Le premier article, c'est un article qui s'appelle « Quand posséder un chien,
ou un chat en dit long sur qui vous êtes. Un article de M. Alain Giguère, qui est président de la maison de sondage CROP. C'est sur le site planèteanimal.com. Il nous dit près d'une personne sur 3 au pays, c'est-à-dire 31%, nous dit avoir un chien et une proportion équivalente, soit 32%, nous dit avoir un chat, respectivement 26% et 33% au Québec. Donc, il fallait s'attendre à des statistiques. C'est beaucoup quand même. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient des animaux. Il y a des quartiers à Montréal que c'est vraiment... C'est un sur deux. À peu près une maison sur deux. Une personne sur deux ou une maison sur deux. Monsieur Giguère nous dit, on observe une hausse de propriétaires de ces animaux chez les moins de 55 ans, particulièrement chez les 18-24 ans, chez les gens habitant dans des petites municipalités ou en milieu rural, ainsi que dans les foyers où vivent des enfants. De plus, il est intéressant d'observer que c'est chez les gens qui ont un niveau économique élevé que l'on trouve la plus grande proportion de propriétaires de chiens, alors que c'est l'inverse pour les chats, ceux-ci étant davantage présents dans les foyers de niveau économique plus faible. Il faut aussi dire, je pense que pour le vétérinaire, pour les chiens, je pense que c'est plus coûteux que pour un chat, ça a l'air. Il faut y penser aussi. Hein. Ça mange plus aussi. Oui, puis je pense que les vaccins, les opérations, c'est plus coûteux. Mais les coûts de vétérinaire, c'est quand même dispendieux. Ça coûte presque une voiture, des fois. Dans un autre article écrit par Mme Pauline Bonnet, qui est psychologue française, elle nous dit « Tel maître, tel chien, est-ce que je ressemble à mon chien? » Elle nous dit « Lorsque nous décidons d'adopter un chien comme animal de compagnie, ce n'est pas pour rien si nous en choisissons un bien particulier entre toute la meute. » Bien souvent, votre choix sera guidé par la race de chien ou par le fait qu'il soit un croisé, par ses caractéristiques physiques, son caractère ou pour d'autres de ses qualités. De manière délibérée ou non, notre décision finale a pour origine une réaction inconsciente qui entremêle notre personnalité avec le genre de chien en question. En gros, cela veut dire que votre chien pourra être votre miroir, car il reflètera beaucoup de choses à propos de votre personnalité, vos goûts et votre style de vie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est souvent ça. Oui, faudrait peut-être faire chacun la psychanalyse puis se dire quel chien qu'on choisirait, nous autres, pour voir si ça nous ressemble. Il y a quand même des cas où le chien, mais c'est plus rare, mais où le chien ne ressemble pas vraiment au maître, mais en général, il y a plus de ressemblance. Il y a peut-être la personnalité du chien aussi. Peut-être aussi, oui. Madame Bonnet poursuit en disant « Il est très intéressant d'observer dans la rue les maîtres en compagnie de leurs chiens et de remarquer à quel point les maîtres partagent certaines caractéristiques avec leur meilleur ami. Oui, c'est bien de là que provient la fameuse expression « tel maître, tel chien ». Maintenant, si on parle de l'apparence physique, dans certains cas, un chien peut finir par être le miroir d'une personne. Pour des raisons d'ego et de pensée inconsciente, nous cherchons un chien qui peut nous ressembler physiquement, ce qui est une preuve inconditionnelle de l'importance de la présence de ce chien dans nos vies. Moi, en passant, j'ai eu un berger allemand longtemps. Okay. Je ne sais pas si je ressemble à un berger allemand. Dirais-tu que votre famille l'avait choisi, peut-être parce que... Ben, c'est un cadeau qu'on a reçu. OK, vous aviez pas... On ne l'avait pas vraiment choisi, mais on l'a accepté, en tout cas. Ouais. C'est ça que tu aurais choisi si tu avais. Je pense que oui. Moi, je trouve que c'est les plus beaux chiens. Ils disent que c'est des chiens aussi parmi les plus intelligents. Oui, ils sont souvent utilisés justement avec les policiers. Ça, on a pu constater ça chez nous. Alors, Mme Bonnet poursuit en disant il y a bien longtemps, on associait en général les hommes avec des gros chiens et les femmes avec de petits chiens, mais tout cela a bien changé. Les personnes avec une personnalité unique ont par exemple tendance à choisir des chiens uniques physiquement, avec le lévrier afghan, le chien chinois à crête ou le commandeur. C'est quoi ça? Moi, je pensais que c'était une sorte de lézard. Un commandeur. J'ai peut-être vu, il y a le chien à dire, je sais pas si c'est celui-là, il y a un chien qui a comme une espèce des spaghettis, dire un peu, c'est un peu comme une espèce... Ouais, non, c'est un peu une variation d'un rasta. Mais avec, en fait, chien. C'est pas très beau. Là. C'est pas un chien que moi, je trouve particulièrement beau. Là. Alors, Mme Bonnet dit, de notre côté, les chiens de type bull, comme l'American Pitbull Terrier, l'American Staffordshire Terrier ou le Bull Terrier anglais peuvent être apparentés à des personnes du monde du sport ou des personnes qui sont conscientes de la marginalisation sociale dont souffrent les chiens potentiellement dangereux ou par des familles qui n'ont pas de problème à adopter ces races
de chiens et qui restent loin du stigmate social dont elles souffrent. Oui, il y a aussi pour ces chiens-là le niveau socio-économique, puis il y a le niveau aussi criminel, malheureusement. On a entendu beaucoup dans l'actualité. C'est dommage, là, mais... des agressions. Ouais. Les petits chiens comme le chihuahua, le pinscher miniature ou le bichon à poils frisés sont des chiens communs pour des personnes qui vivent dans de petits appartements, alors que les chiens plus gros ne sont pas si fréquents dans les milieux urbains à cause du grand espace dont ils ont besoin. Si on regarde la personnalité est un facteur clé lors de la sélection de votre animal de compagnie. Les personnes ouvertes, spontanées et extraverties chercheront la même chose chez leurs chiens et ces derniers seront les âmes des fêtes canines. Alors, je m'arrête ici et je poursuivrai plus tard dans l'émission. Évidemment, on est heureux d'apprendre des choses. On va en apprendre d'autres encore sur les chiens et les animaux. Merci beaucoup, Pierre et Ghislain. On poursuit à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous présente son sujet « L'anxiété chez les femmes ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec Tel maître, tel chien. Vous entendrez aussi en chanson La Fontaine du groupe Nicolet et les pizzas du chanteur Boule. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à Folie douce? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Bonjour Ève Cardinal. Allô Yvan. Allô, aujourd'hui tu nous amènes une chronique sur l'anxiété et les femmes. Vaste sujet. Effectivement, c'est un vaste sujet, mais tu vas voir, Yvan, là, qu'il y a plusieurs données qui sont intéressantes au niveau de la différence ou en fait du fait en fait que les troubles anxieux touchent particulièrement davantage les femmes et particulièrement les jeunes aussi de moins de 35 ans. OK. Donc ça, c'est une analyse qui a été tout d'abord réalisée par l'Université britannique de Cambridge, en Angleterre évidemment. Alors leur analyse a déterminé que le problème est plus répandu aussi en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest qu'ailleurs dans le monde. Donc ça, on pouvait probablement s'en douter. Alors, et que effectivement, il y a 8% des habitants de l'Amérique du Nord qui souffrent de troubles anxieux contre 3% en Asie de l'Est et que ce sont souvent des femmes et des jeunes de moins de 35 ans, comme je le disais. Et quand tu dis qu'on peut s'en douter, c'est peut-être notre mode de vie en tant que société dite occidentale. Là. C'est peut-être ça qui expliquerait qu'on a une plus grande proportion en fait d'anxiété chez les femmes? Oui, bien effectivement. Pas nécessairement chez les femmes parce que ça, c'est une prémisse d'abord, parce qu'il y a d'autres facteurs là, qui font en sorte, mais tout à fait. Donc, le fait d'avoir tout à fait au niveau du continent, donc en Amérique du Nord, si on veut dans les pays occidentaux, c'est prouvé, si on veut que l'anxiété est plus répandue, probablement en raison des horaires de travail, du climat, du stress, de la pression sociale, là, si on veut qu'on peut s'imposer. OK. Oui. Et l'anxiété, finalement, on s'y intéresse depuis peu de temps, je pense. Ça a sûrement toujours existé, mais on a quand même, c'est quand même récent dans l'histoire qu'on parle d'anxiété. Ça fait pas 100 ans. Là.
Bien, tout à fait. Et en fait, c'est qu'il y avait justement, je lisais ça là, dans certains textes, certains ouvrages, que dans le fond, le niveau d'anxiété au sein de la population n'a pas nécessairement augmenté depuis les années 90. C'est qu'on en entend plus parler. Donc, probablement en raison justement des médias sociaux, le fait, et heureusement qu'on s'ouvre un peu plus là, au niveau des thèmes qui touchent la santé mentale. Donc, en effet, mais comme tu le dis là, si bien, c'est une problématique ou un enjeu de santé mentale qui existe depuis fort longtemps. Donc, probablement aussi, notamment depuis l'industrialisation. Donc, oui, comme tu dis. Et pour faire suite, en fait, à ton idée, là, Yvan, c'est que souvent, les gens qui souffrent de d'autres problèmes de santé sont aussi plus susceptibles de souffrir d'anxiété généralisée. Donc, on peut parler de troubles cardiovasculaires, de cancer. Et justement, on en parlait là, juste avant de se parler tantôt off the record, là, des troubles anxieux qui sont liés au niveau de la grossesse. Donc, ça, c'est un fait qui est intéressant et qui est justement relié à l'aspect féminin, si on veut. Oui, oui. L'anxiété, comment on peut définir l'anxiété? Parce que tout le monde sait pas mal c'est quoi l'anxiété, mais il y a certainement, en tout cas, ou ta définition ou la définition qu'on peut en faire. Bien, tout à fait. On peut la définir. Donc, effectivement, c'est une problématique de santé mentale qui se trouve dans le DSM-5. Donc, il y a des symptômes qui sont reliés à ça. Donc, on peut parler de symptômes psychologiques, des crises de panique, des crises d'agoraphobie, des crises d'anxiété généralisée, des troubles de choc post-traumatique. Au niveau physique, ça peut être lié à des tremblements, des étourdissements, l'impression d'étouffer, l'impression carrément de faire une crise cardiaque. Donc, ça, c'est des symptômes aussi que l'on peut retrouver. Et justement, au niveau des causes, on commence de plus en plus à disons, identifier quelles sont les causes de l'anxiété. Donc, selon toi, Yvan, est-ce que tu pourrais m'en nommer une? Le travail. Mm-hmm. Si on parle de facteurs, en fait, si on parle de facteurs, le travail, l'entourage, peut-être le milieu de vie, il y en a certainement plusieurs autres. Tout à fait. Donc, dans les causes majeures, on parle à la base du tempérament, de la personne en soi, de l'environnement, de la chimie du cerveau et de la génétique. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis là, au niveau de l'environnement. Donc, on dit que les études prouvent que notre attitude est grandement influencée par notre famille, notre milieu scolaire, notre travail, nos amis et notre société. Donc, il y a toutes sortes aussi de stimuli qui sont extérieurs à nous, qui peuvent faire en sorte qu'on développe des symptômes qui sont reliés en fait à l'anxiété. Et plusieurs personnes ont souvent confié que leur famille, la famille dans laquelle ils ont grandi, il y avait de l'anxiété. Tu sais, souvent, ça influence ou ça déteint sur les membres de la famille. Là. C'est un des facteurs, comme tu le mentionnes. Bien, tout à fait. C'est le vécu, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'enfance. Ça peut être l'éducation, ça peut être une tonne de facteurs. Mais justement, tu sais, Yvan, quand on remplit souvent un questionnaire médical, que ce soit physique ou psychologique, il y a une petite case qui fait la différence. Êtes-vous un homme ou une femme? Ça peut sembler anodin, mais pourtant, ça ne l'est pas. Parce que dans la littérature scientifique, dans les publications qui sont destinées au grand public, souvent, on nomme le terme sexe et genre qui sont souvent utilisés de façon interchangeable. Souvent, dans la science, en fait, dans les études, on utilise ces deux termes-là de façon non interchangeable. Mm-hmm. C'est-à-dire que le genre étant ce que tu es devenu de par ton éducation, par ton évolution, versus le sexe qui est purement, en fait, physiologique. Mm-hmm. Donc, ça, c'est intéressant parce que, en fait, pendant longtemps, on s'est dit que l'éducation et l'environnement étaient vus comme étant le résultat de la biologie, donc le sexe à son état pur, donc le féminin et masculin. Et maintenant, il s'agit d'un point de vue totalement opposé aux théories actuelles selon lesquelles la biologie est juste le déterminant du sexe. Donc, on parle de genre et ça a eu un gros impact au niveau des études, au niveau de l'anxiété et de la différencier chez les hommes et chez les femmes, donc par genre. Mm-hmm. Donc ça devient un phénomène qui est quand même intéressant dans la littérature médicale. Et effectivement, donc en général, les femmes comparativement aux hommes semblent avoir un plus grand nombre de facteurs de risque biologiques
et psychosociaux qui débutent tôt dans la vie, qui font en sorte qu'elles développent plus d'anxiété que les hommes en général. Et c'est pas comme on a souvent dit dans le passé que les femmes consultent plus ou en parlent plus. Je pense que c'est assez clair que si on a regardé les deux, les hommes et les femmes, puis on découvre que peut-être la femme a plus de prédisposition à développer une anxiété que l'homme. Tout à fait. Puis ça, là, on pourra dire, il y en a peut-être qui vont nous écouter, qui vont dire, bon, c'est pas une question d'homme, de femme. Moi, ce que je rapporte ici, comme je le dis souvent en ondes, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de préjugés par rapport à tel ou tel sujet, en tout cas de manière générale, le moins possible. Mais là, ce dont je te parle, c'est une étude qui est récente et en fait inspirée d'une étude de la Fondation Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, peut-être que aussi, dans le fond, on parle souvent que la situation des femmes a souvent été plus difficile que les hommes. On parle du marché du travail, on parle de la pression sociale à plusieurs niveaux. Peut-être que ça nuit aussi là, à la femme qui se trouve à développer plus des problèmes d'anxiété. Bien, tout à fait. Puis, ceci étant dit, là, les résultats de certains tests ou certaines études à ce niveau-là, on a énormément de difficultés justement à identifier les facteurs anxiogènes dans les populations autochtones, dans les populations souvent plus vulnérables, gays, lesbiennes, donc plus, entre guillemets, ou bisexuelles, donc qui sont, disons, qui font des fois, qui sortent des cadres habituels de sociaux, si on veut, là, entre gros guillemets. Là, ils sont plus stigmatisés souvent comme groupe. Quelquefois, oui. Donc, ça, les facteurs là, anxieux à ce moment-là, même au niveau du genre, sont beaucoup plus difficiles à déterminer, même au niveau des études. Mais bon, il y a un aspect intéressant, par contre, c'est que il y a certaines de ces études-là qui mentionnent que les femmes ont, entre guillemets, l'art de se creuser les méninges, donc de ruminer, entre guillemets, des situations anxiogènes plus que les hommes. Donc, ce qui fait en sorte que cette forme de rumination-là, pourtant c'est écrit là, dans les termes scientifiques, si on veut, a été associé à des niveaux importants d'anxiété et de syndrome post-traumatique. Donc, c'est prouvé que quel que soit le pays, la culture, l'ethnie, les femmes sont 2 fois plus à risque que les hommes de développer une dépression due à des symptômes anxieux. Et il semble en effet que 21% des femmes contre 13% des hommes développeront une dépression majeure dans leur vie. Donc ça, c'est des chiffres quand même qui démontrent un écart. Mais comme tu dis, Yvan, il y a toutes sortes de facteurs comme la société, les inégalités sociales, toutes sortes, comme on dit, la grossesse quand même qui peut engendrer. Donc, il y a des facteurs tant sociétaux que psychologiques. On n'arrivera peut-être jamais non plus à vraiment comparer les hommes et les femmes parce que la réalité n'est pas la même. Comme tu sais, l'homme ne peut pas devenir enceinte, entre autres, c'est déjà un énorme stress, puis ça peut créer énormément d'anxiété, là, comme on disait. Tout à fait, tout à fait. Puis je sais qu'il y a d'autres chroniques, là, j'imagine tu parleras de ça avec d'autres intervenants au niveau de la grossesse, justement. Il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas vécues par les hommes. Bon, c'est autre chose. Comment, par contre, on peut prévenir? On essaie toujours d'être positif ici. On essaie d'y aller aussi avec... on constate les choses, les faits sont là, mais à un moment donné, on veut aussi essayer de donner de l'espoir aux gens. Là, comment on peut voir ça, finalement, l'anxiété? Bien, en fait, il y a des choses, pour terminer justement, je lisais là, en fait un reportage écrit là, à Canal Vie qui mentionnait 5 choses que dis-je à ne pas dire à une personne anxieuse. Donc, il ne faudrait pas le dire à une personne anxieuse, relaxe donc un peu. C'est juste dans ta tête, c'est ridicule, ou tu t'en vas avec ça. Justement, tu rumines des idées noires. Donc, ça, c'est une façon de prévenir qu'on soit en couple, entre amis, même entre collègues, amis, hein, si on veut, entre guillemets. Donc, des choses à ne pas dire, des choses qu'on peut aussi dire à une personne qui est anxieuse. Donc, premièrement, simplement dire « je suis là ». Hein, sans jugement, sans vouloir apporter une solution nécessairement immédiate. Ensuite, concentre-toi sur ta respiration. Rappelle-toi que la dernière fois, quand tu as eu cette problématique-là, cette anxiété-là, tu as fait ça. Tu as eu ça comme bon réflexe, comme solution positive. Des fois, est-ce qu'on change d'endroit?
disons, toi puis moi, Yvan, je sais pas, mais disons que là, bon, je sais que c'est les femmes qui sont plus anxieuses, mais toi, tu es anxieux. Donc, OK, est-ce que, bon, l'environnement fait en sorte que tu es plus anxieux? Est-ce que tu veux qu'on change d'endroit pour en discuter? Faciliter, justement, donner un peu la porte de sortie ou aider à quelqu'un de s'en sortir, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, tu me parlais de prévention. Moi, là, je te réponds plutôt par des choses aussi qu'on peut prévenir, qu'on peut agir avec une personne qui souffre d'anxiété. Et c'est aussi de lui dire, tu sais, je sais que toi, tu trouves ça dur, mais tu vas passer au travers parce que la dernière fois, justement, tu as passé au travers. Donc, c'est de toujours, sans juger, sans dire c'est dans ta tête, tu broies du noir, tout ça, en fait, de baser ça sur le positif. Oui. Il nous reste environ 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut chercher, parce que c'est vaste l'anxiété? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, que ce soit des recherches Internet ou autres, des lectures? Ben moi, j'ai en fait, quand j'ai lu beaucoup sur l'anxiété parce que, comme tout le monde, bon, moi, j'en souffre quelquefois à un niveau plus ou moins modéré. Donc, ça, hein, et ça va par période de la vie, hein, souffrir d'anxiété. Donc, ça peut être suite à un événement, ça peut être suite à quelque chose qui est temporel ou ça peut malheureusement être sur une très longue période de temps. Donc, il y a toujours l'organisme Appel, il y a toujours les lignes d'aide, Telle-Aide, tout ça. Il y a effectivement le CLSC, hein, de consulter. Si on voit en fait que l'anxiété nous empêche de fonctionner de façon quotidienne, si les peurs prennent plus de place, si ça prend une trop grande place dans la vie, c'est justement vraiment de consulter, même d'appeler le 811, de voir ces signes-là parce qu'ils ne sont pas à prendre à la légère, parce que ces signes-là, l'anxiété, comme le stress, peut avoir des répercussions physiques aussi. Merci beaucoup, Ève Cardinal, de ton sujet. Plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à folie douce. Tel que promis, nous poursuivons sur le bloc Espresso allongé avec le sujet Tel maître, tel chien. Pierre, tu as commencé à nous décrire beaucoup de choses. Oui, c'est la personnalité d'un chien. C'est dû à une remarque que des fois, un chihuahua, qui est un chien qui jappe beaucoup, serait avec une madame qui jacasse énormément. Ça, j'ai jamais eu de chihuahua. Je présume, là. Souvent, il y en a qui ont ce genre de petits chiens-là dans des sacs ou des carrosses. Mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas le choix d'avoir un petit chien parce qu'en appartement, des fois, tu peux pas avoir plus que ça. Ou des fois, tu n'as pas de cour. Parce que si c'est un gros chien, ça prend une cour parce qu'ils ont besoin d'exercice, ces chiens-là. Donc, ça prend une grande cour. Ça te force à sortir peut-être. Oui, c'est juste bizarre. Parce que si j'avais une préférence de 10 de chiens, il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils seraient tous dépareillés si j'avais à choisir. Entre un bulldog, un chien berger ou un Akita qui est un beau chien japonais qui ressemble un peu à un husky. Là. Mais ça ne se ressemble pas à tout dans ces races de chiens. Mais moi, je remarque que j'aime les gros chiens. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont plus calmes. En général, plus fins. En tout cas, je poursuis mon article de Mme Pauline Bonnet, qui est psychologue française. C'était sur le site Planète Animale. Elle nous parle de la personnalité des chiens. Elle nous dit, si votre chien reste plutôt en retrait, qu'il est antisocial et timide comme vous, il serait peut-être temps de commencer à vous ouvrir un petit peu plus au monde extérieur et d'inviter votre chien dans cette nouvelle aventure sociale. Il en va de même lorsqu'il s'agit de l'éducation du chien. Un chien mal éduqué qui n'écoute rien, qui est trop distrait et qui embête constamment les autres chiens et leur maître peut être le signe que son maître est un peu négligent, peu sociable et qu'il ne passe pas suffisamment de temps avec lui. Ou c'est un enfant qui écoute personne. Peut-être que ça existe chez les chiens, oui. Cependant, il ne s'agit pas là d'une règle fixe, étant donné qu'il existe des cas dans lesquels des maîtres tout à fait responsables n'arrivent pas à corriger le comportement de leur compagnon velu. Pour ces cas-là, nous vous recommandons de vous orienter vers un éthologue le plus tôt possible afin qu'un professionnel puisse vous venir en aide. Oui, ça peut arriver souvent, c'est quand quelqu'un se procure un chien dans un refuge. Ouais. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours dire qu'est-ce qu'ils ont subi. À quoi s'attendre, Dans un monde idéal, il faudrait comme peut-être exprimer quelle sorte de qu'est-ce qu'on s'attend d'un chien ou comment on est nous pour qu'on ait une bonne association. Peut-être, oui. Ça serait peut-être... Mais sais-tu, nous, le chien qu'on avait déjà eu quand je restais avec mes parents, on nous l'a donné, comme je t'ai dit, mais j'ai pensé par après qu'il avait peut-être été maltraité. D'après ce que j'ai compris, puis il était tellement affectueux quand on l'a amené chez nous
que je me suis mis à penser que c'est parce qu'il nous demandait de rester chez nous. OK. Tu sais, il était fou comme il nous aimait. Là, je pense que ça faisait changement. Il sentait que c'est mieux qu'un chien créatif quand même. Oui, peut-être. En tout cas, les chiens hyperactifs sont en général des animaux de compagnie qui considèrent le sport comme une part essentielle de leur vie et qui aiment les activités du style CrossFit ou bootcamp, c'est-à-dire prendre des marches, je pense, sur des sentiers. Oui, ça a l'air d'un chien que juste les militaires vont avoir. Même jogger, il y en a beaucoup qui font du jogging avec un chien. Moi, je trouve que ça peut être difficile pour un chien, surtout quand tu fais 10 km, c'est dur pour un chien. Non, mais il y a beaucoup de chiens qui ont besoin de courir. Surtout les grands chiens, les gros chiens. Oui. Ouais. Cependant, Mme Bonnet nous dit l'hyperactivité du chien peut être aussi le symptôme que son maître ne le promène pas assez régulièrement. Un chien super entraîné et très obéissant aura très certainement un maître avec une personnalité stricte et un style de vie très exigeant. Alors, faites-vous honneur au dicton « tel maître, tel chien » et ressemblez-vous à votre chien. Maintenant, il y a un autre facteur à regarder, c'est comment est-ce que le chien est arrivé à la maison. La façon dont votre chien est arrivé à la maison peut donner beaucoup d'indices à propos de votre personnalité. Si vous avez toujours voulu un chien, mais que vous n'y avez jamais vraiment réfléchi et qu'un jour vous êtes entré dans une boutique d'animaux de compagnie et que vous en êtes sorti avec un chiot dans les bras, ce n'est pas incroyable de penser que vous êtes peut-être un petit peu impulsif. Cela reflète aussi une attitude passive face au commerce d'êtres vivants et très peu d'intérêt pour les animaux abandonnés. N'oublions pas que dans les refuges, on trouve beaucoup de chiens de race qui ont été abandonnés par des personnes justement trop impulsives. Oui, c'est dommage. Au Québec, on est aussi les champions pendant la journée du déménagement, d'abandonner des chiens et des chats. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Là. Je trouve ça assez... C'est irresponsable, mais c'est dommage, mais c'est un trait qui existe chez nous. Et Mme Bonnet nous dit, si vous avez adopté un chien à la SPA ou vous en avez sauvé un qui était abandonné, alors vous avez une personnalité généreuse, désintéressée et compétissante. Plus que de chercher une race particulière de chien, ce qui vous intéresse, c'est de faire partie de la vie d'un être et que celui-ci fasse partie de la vôtre. Cela veut dire que vous êtes une personne très empathique. Maintenant, si on parle des soins et de l'hygiène, vous lui achetez des vêtements de saison et des colliers personnalisés. Les soins et l'aspect de votre chien est un domaine qui peut être très révélateur de votre personnalité. Votre animal de compagnie reflètera l'importance que vous accordez au maintien de votre image personnelle. Un chien très soigné n'est pas la même chose qu'un chien avec des nœuds dans ses poils et parasité. Le type de poil de votre chien est aussi un indicateur de votre personnalité. Si vous êtes une personne méticuleuse et ordonnée, il est possible que vous optiez pour un chien à poils courts. Mais je dois m'arrêter ici, mais c'est un article de Mme Pauline Bonnet. C'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue. Merci, Ghislain. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on a pu entendre en chanson en début d'émission Pyramide. Oui, du groupe Caravane. On a écouté Taureau. Oui, de Buridan. Oui, on a entendu en début de deuxième demi, après Ève, donc La Fontaine. Oui, du groupe Nicolet. Et à l'instant, Les Pizzas. Du chanteur Boule, ça clarifie. Oui, ça clarifie les choses. Nicolet, c'est un groupe, Boule, c'est un chanteur, puis c'est B-O-U-L-E. Oui, comme une boule. Oui, Nicolet typique. Ben, merci beaucoup pour votre choix original de chanson. Merci beaucoup. Merci à ta recherche, ta participation. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Merci pour les blocs Espresso et Allongé où tu nous as amené un sujet plus léger mais intéressant, tel maître, tel chien. C'est intéressant des fois de s'informer sur la psychologie des êtres humains. Notre invité en début d'émission, Marc Corbière, nous a parlé d'une étude sur la divulgation de sa santé mentale au travail. C'est quand même une première. Là. Ça va être intéressant de suivre les résultats. Notre collaboratrice, Ève Cardinal, est avec nous aussi pour l'anxiété chez les femmes. C'était son sujet. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir.
Bop, 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 bop.